Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Rendez-vous de la DOC de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Équipement sportif, quelle offre et quel temps d'accès sur le territoire? Nous allons donc aborder aujourd'hui la question des infrastructures sportives, de leurs implantations territoriales, de leur diversité et de leurs accès. Pour en connaître les détails, l'INSEE et l'INJEP ont analysé des données relatives aux équipements sportifs. Nous aurons le plaisir d'accueillir des experts qui viendront nous présenter leurs analyses à partir de leurs travaux. Dans un premier temps, donc, nous allons accueillir Ludovic Bourlès, statisticien à l'INSEE, plus précisément coordinateur de la Banque permanente des équipements et chargé d'études territoriales. Il sera avec Amélie Mouroux, chef de la mission Enquête, données et études statistiques à l'INJEP. Leurs travaux ont déjà fait l'objet d'une publication dans les collections de l'INJEP, voilà, dans les collections de l'INSEE, mais voilà, le partenariat est très fort. Elle s'intitule donc cette publication donc Équipement sportif, une offre plurielle et contrastée en ville, des temps d'accès plus longs en milieu rural. Dans un second temps, nous aurons autant de plaisir à accueillir Rémi Dalluin, coordinateur national data des équipements sportifs au ministère des Sports. Il viendra présenter la base permanente des équipements sportifs sur laquelle s'est appuyée notre étude. Ces présentations seront suivies ensuite, comme d'habitude, d'un moment d'échange basé sur vos questions-réponses que vous pourrez poser à partir de système Q&R que vous trouverez en bas de votre écran. Cette séquence sera animée par Joachim Timothéo, chef de la mission études et recherche à l'INJEP. Avant de laisser la place à nos intervenants, je vous rappelle que les rendez-vous de la TOC sont enregistrés et seront rapidement mis en ligne sur le site de l'INJEP www.ingep.fr. Vous retrouvez également sur le site de l'INJEP une bibliographie réalisée par la mission documentation de l'INJEP, équipements et pratiques sportives. Un dernier mot encore pour remercier la mission valorisation et diffusion de l'INJEP qui a organisé cet événement et qui en assure tous les aspects techniques. Donc j'invite maintenant Ludovic Burles de l'INJEP, de l'INSEE, pardon, j'y tiens, hein, Amélie Mouroux à venir prendre place. Je vous souhaite donc une très bonne séance à toutes et toutes et bonjour et voilà, bonne séance. Merci Isabelle. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais avoir le plaisir de vous présenter les résultats d'une étude que nous avons conduite en collaboration avec l'INSEE. Donc, cette étude sur les équipements sportifs a été le fruit du travail de plusieurs personnes, donc à l'INJEP, Cyrielle Perrault-Hussel et moi-même, et à l'INSEE, à la direction Nouvelle-Aquitaine, Jonathan Danikowski et Nicolas Kempf, et à la direction générale, Ludovic Bourlès. Alors, pourquoi faire une étude? Alors, c'était une question d'opportunité et de contexte. Suite à la relance et à la mise à jour du recensement des équipements sportifs initié en 2023 par le ministère des Sports, on disposait d'une connaissance plus actualisée de l'état des équipements sportifs en France, qu'ils soient publics ou privés. Et il y a un besoin de diagnostic et d'éclairage territorialisé, puisque dans les différentes régions, les conférences régionales du sport sont amenées à établir des diagnostics territoriaux. Donc, ça nous a semblé un bon moment pour faire un état des lieux des équipements sportifs en France et en allant un petit peu plus loin que juste les compter, se demander quels types d'équipements sont les plus fréquents, mais aussi est-ce qu'il y a des territoires qui sont plus ou moins bien dotés en équipements. Et en termes de territoire, on s'est intéressé à la géographie, donc les départements des régions, mais aussi des types de communes, selon une grille de densité que va vous présenter Ludovic. Et pour aller au-delà, on s'est demandé aussi si, une fois qu'on sait où ils sont et combien ils sont, quelle est la nature des équipements sportifs qui sont à proximité des Français. Donc, est-ce qu'il existe des disparités territoriales dans la diversité des équipements? Et est-ce que ces équipements sont accessibles? C'est-à-dire, il y en a à côté de chez moi, mais à quel temps, combien de temps je mets pour y aller? Donc là, c'est toute la question des temps de trajet que l'on a, que l'on a aussi, c'est la question qui s'est posée. Et quand on parle de temps de trajet, on se base souvent sur des moyennes et on sait que c'est très réducteur de la réalité de une grande partie des Français. Donc on s'est aussi intéressé aux personnes qui sont les plus éloignées de ces équipements sportifs et des équipements courants.
On vous propose une présentation en trois temps. Tout d'abord, Ludovic va vous présenter la banque permanente des équipements, qui est la source principale qu'on a mobilisée dans cette étude. Puis, il vous présentera les résultats en termes de répartition géographique des équipements sportifs. Et je vous présenterai ensuite les résultats sur l'accessibilité de ces équipements en termes de temps de trajet. Je passe là. Et merci et merci de l'invitation. Donc, je vais vous présenter, alors c'est la base permanente des équipements, mais voilà. Cette base met en relation de multiples acteurs, dont l'INGEP, mais vous trouverez dans la base permanente des équipements également des choses comme les boulangeries, les médecins ou des équipements de loisirs et de culture. Évidemment, c'est à l'INGEP qui fournit les données relatives au sport. Un des gros avantages de cette base permanente des équipements, c'est qu'elle est géolocalisée. Elle est même géolocalisée finement. Et c'est cette géolocalisation des équipements qui va permettre de mesurer des temps d'accès à l'équipement le plus proche, puisque c'est ce qui est retenu, hein, et on se rend bien, évidemment, parfois les gens vont préférer un autre équipement que l'équipement le plus proche, mais par simplification, on a choisi l'équipement le plus proche. Et depuis la population, depuis le lieu de résidence de la population, qui sont mis dans des carreaux de 200 mètres. Alors, maintenant que je vous ai présenté euh, oui. Oui, voilà. Je vais vous présenter maintenant un petit peu la définition de ce que nous, dans la base permanente des équipements, on considère comme étant un équipement. Donc, c'est en fait un site qui accueille une ou plusieurs infrastructures du même type et que ceci, quel que soit le nombre de ces équipements du même type. Donc, je vais prendre des exemples pour que ce soit parlant. Si dans un complexe, on a trois cours de tennis au sein de la même infrastructure, ce sera considéré comme un équipement qui permet à la population des environs de faire du tennis. Si on a une piscine avec à l'intérieur deux bassins, ça sera un équipement. Par contre, dans le cas où on a un terrain de foot avec autour une piste d'athlétisme, à la même adresse, là, on va compter deux équipements parce qu'on a deux pratiques possibles et ce sont deux choses quand même distinctes. Terrain de foot, une piste d'athlé permettent de faire une pratique différente. Alors, la première chose, ça a été de compter les équipements. Donc, il y a hors sport de nature, parce que sur les sports de nature, le recensement ne permettait pas de faire une comptabilité un peu certaine. Donc, on a 182 700 équipements en France, y compris les DOM, mais pas compris Mayotte. Et quand on rapporte à la population française, ces 182 700 équipements représentent une moyenne tout- nationale de 27 équipements pour 10 000 habitants. Je vais vous donner tout de suite le palmarès, le podium, pour rester un peu olympique, des équipements pour 10 000 habitants. On trouve en premier les petits terrains de jeu extérieurs avec 4,4 petits terrains extérieurs comme les terrains de basket ou de handball pour 10 000 habitants. On a un petit peu moins de grands terrains extérieurs comme les terrains de foot et les terrains de rugby avec 3,9 grands terrains extérieurs pour 10 000 habitants. Et un peu plus loin, dans le classement numérique, on a 2,4 gymnases pour 10 000 habitants. Alors ça, c'est la répartition globale. Et on va maintenant s'intéresser à une répartition géographique de ces équipements. Là, c'est le nombre de... La France a été découpée en carreaux de 5 km et puis, bon, il y a eu un lissage. Et on a compté le nombre d'équipements entre 0 et 1 jusqu'à 5 et plus. Et vous voyez que les zones, en général les plus denses, en termes d'habitants, sont aussi les zones où il y a le plus grand nombre de types d'équipements, hein, en région parisienne ou dans tout le nord et autour des grandes villes. On a un nombre de types d'équipements qui est de 5 ou plus, alors que dans la diagonale de faible densité, qui va du Grand Est jusqu'à à peu près Mont-de-Marsan, on trouve une diversité de types d'équipements bien inférieure. Mais si on rapporte ce nombre d'équipements à la population des régions,
Là, en fait, il y a un effet de la densité de la population qui va donner une- une information un peu différente. C'est qu'en fait, les zones les plus densément peuplées ont des densités d'équipements sportifs par habitant en général assez faibles, du fait de leur très grand nombre d'habitants. Ainsi, en Île-de-France, on a 13 équipements pour 10 000 habitants. À l'inverse, les régions les moins denses, comme la Bourgogne-Franche-Comté ou le Grand Est, ont respectivement des taux d'équipement bien supérieurs à ceux de 13, avec 36 et 34 équipements pour 10 000 habitants. On voit que on a un rapport de 1 à presque 3. Maintenant, je vais vous présenter cette répartition. On a trouvé qu'il y avait une forte différence en fonction du type de commune dans lesquelles dans lesquelles vivent les gens. Et donc, on a vu que c'était assez discriminant la question de la densité. Donc là, l'INSEE a une grille de densité, ça répartit les communes entre l'urbain et le rural, pour faire simple. Et au sein de l'urbain, je vais présenter les grands centres urbains, les centres urbains intermédiaires et les ceintures urbaines. Donc ça, ce sont les grandes villes et leurs grandes couronnes, hein. On a par exemple Lille, Roubaix, Tourcoing, mais on va jusqu'à Seclin, par exemple, pour ceux qui ne connaissent. Et autour de Montpellier, eh ben, on va jusqu'à Palavas-les-Flots, qui est en ceinture urbaine. Après, je vous parlerai tout à l'heure des petites villes. Alors, les petites villes, ça peut être Privas ou, si vous aimez le sport de montagne, Chamonix. Les bourgs ruraux, alors on passe dans le rural, c'est moins dense. Alors, on a Combourg, Saint-Tropez ou Tonnerre dans l'Yonne. Et puis après, on passe dans vraiment ce qui est le rural. Alors, on a les villages du lac de Paladru, Padirac ou Camembert. Et donc, dans ces toutes petites communes, on verra, mais aussi dans les grandes communes, on verra ce qu'il en est de la répartition. Je commence donc par le cas des communes qui sont équipées d'au moins 11 types d'équipements ou plus. Eh bien, dans ces communes qui ont 11 équipements sportifs ou plus, donc on a une grande diversité d'offres. On compte 55% de la population française, 38 millions de personnes qui sont concernées par une commune où on trouve une très grande diversité d'équipements sportifs. Les équipements les plus fréquents sont les petits terrains de jeu, les gymnases, les salles de sport et les stades d'athlétisme. En termes de densité, on a vu que en fait, les bourgs ruraux et les petites villes avaient des comportements un peu similaires. Il y a un effet de concentration de l'offre, alors sans doute par le jeu des EPCI, hein, les établissements publics de coopération intercommunaux. Et on a une concentration assez importante avec une offre supérieure à la moyenne dans les bourgs ruraux et les petites villes, avec en particulier des gymnases et des bassins de natation. En troisième, on s'est intéressé à la proportion de Français qui vivent dans des communes très peu équipées. Et là, on a mis la barrière à deux types d'équipements, donc 2, 1 ou 0. Et là, dans ces communes qui ont peu d'équipements, on retrouve 9% de la population française. Dans ces cas-là, on est bon, majoritairement dans le rural à habitat dispersé ou habitat très dispersé. L'offre d'équipements sportifs dans ces communes, c'est surtout des terrains de foot et de rugby, et puis les centres équestres ou les boulodromes. Je vous annonce que Camembert n'a aucun équipement sportif. Sport de nature. Sport de nature. Voilà, donc mon- je vais faire un point d'étape avant de passer la parole à Amélie. Donc, on voit qu'une partie importante de la population française dispose d'une certaine diversité d'équipements sportifs à proximité de leur lieu d'habitation, alors que dans les zones rurales, l'offre est moins diversifiée. Et nous allons voir les temps d'accès.
Donc, l'indicateur du nombre d'équipements sportifs et de la diversité, ça permet d'apprécier un peu l'offre et en le rapportant à la population, commencer à se demander s'il y a une adéquation entre l'offre d'équipements sportifs et une demande potentielle. Mais ce n'est pas le seul critère qui peut être pris en compte. Donc là, on s'est posé la question de l'accessibilité aux lieux de pratique. Il y a des lieux pas loin à proximité de chez moi, mais combien de temps je mets pour y aller? Donc, quel trajet je dois effectuer? Et pour ça, on a pris comme indicateur le temps de trajet en voiture. Alors pourquoi le temps de trajet en voiture? Tout simplement parce que c'est le premier type mode de déplacement des Français et aussi parce que ça permet de calculer des temps de trajet pour tout type de commune, que ce soit rurale ou urbaine, et d'avoir ainsi un thermomètre commun à l'ensemble du territoire. Et pour cette partie, on s'est concentré sur 7 équipements les plus courants. Donc, vous voyez la liste affichée à l'écran qui était défini par une forte implantation, mais aussi un niveau élevé de pratique, puisqu'on s'est dit qu'il était assez peu pertinent de calculer les temps de trajet moyens aux stations de ski, par exemple, ou des équipements vraiment très spécifiques, comme le terrain de golf, etc. Donc, que peut-on retenir sur sur les temps de trajet? Donc, en moyenne, pour accéder à ce panier de biens courants, les Français mettent 5 minutes par la route, mais les temps d'accès sont très différents selon les types d'équipements, mais aussi selon les types de communes. Donc là, vous avez un graphique qui vous représente selon les types d'équipements retenus, le temps de trajet moyen en voiture selon la grille de densité. Donc, quand on est à gauche, on est sur les habitats, sur les grands centres urbains. Et plus on va vers la droite, plus on va vers le rural et le rural, habitat dispersé. Et en marron tout à droite, vous avez la moyenne nationale. Donc, on voit, si d'abord on regarde par équipement, on voit que cette moyenne masque une certaine diversité, puisque au sein des équipements, en moyenne, les Français mettent 3 minutes pour accéder à des plateaux et terrains de jeu extérieurs, donc c'est les city-stades, hein, et 3 minutes pour les terrains de grand jeu, donc là, c'est des équipements d'hyper proximité. Et c'est 4 minutes pour les gymnases et jusqu'à 7 minutes pour les bassins de natation. Et donc, comme je vous le disais, les temps d'accès en voiture varient fortement selon le lieu de résidence. Et vous voyez que, par exemple, si on se met sur si on regarde les centres de remise en forme, entre de l'urbain très dense, où on est autour de 2 minutes en voiture, et du rural très dispersé, les temps d'accès sont multipliés par plus de par 6, si je ne me trompe pas. Donc, ce qu'on peut retenir de ce graphique, que je ne vais pas décrire dans dans le détail, c'est que donc déjà les temps d'accès sont plus bas en zone urbaine et ils augmentent très fortement quand on s'éloigne des centres urbains, qu'on va plus dans le rural, et que selon les types d'équipements, on a des équipements qui vont malgré tout rester relativement proches des gens en temps d'accès. Donc là, y compris dans les zones intermédiaires comme les bourgs ruraux, mais aussi dans les zones rurales. Donc là, on va retrouver les terrains de grands jeux, les plateaux des terrains de jeux extérieurs. Mais par contre, si on peut faire une typologie un peu rapide, tout ce qui est salle de remise en forme, bassin de natation et salle spécialisée, on va voir qu'il y a un effet centre urbain, où là, on est assez proche, un effet bourg et bourgs ruraux et petites villes, où là, on voit qu'on a un effet de concentration, soit par la mutualisation entre les communes, pour les équipements qui sont chers en construction, mais aussi en frais de fonctionnement, donc par exemple les bassins de natation, et que du coup, quand on va s'éloigner dans des zones plus rurales, les temps d'accès vont fortement augmenter. Et voilà, et par exemple, donc les cours de tennis, les salles multisports restent en moyenne accessibles à 4-5 minutes par la route, quelle que soit la taille de la commune, excepté dans les zones très rurales. Et dans les départements les plus ruraux, les plus montagneux, mécaniquement, les trajets en voiture sont beaucoup plus longs. Et par exemple, les habitants de la Creuse ou de la Corse du Sud sont à plus de 20 minutes en moyenne d'un bassin de natation. Euh, donc ça, c'était le temps d'accès en voiture. Après, donc un des enseignements du graphique précédent, c'est que dans les grands centres urbains, on est loin de rien. Mais on est loin de rien en voiture. Et c'est pas vraiment le mode de transport privilégié. Et surtout, la vitesse moyenne utilisée dans notre petite simulation écrase un peu les distances. Donc il nous a semblé intéressant de s'intéresser à un autre temps d'accès, qui est le temps d'accès à pied. Et donc là, ça donne un message un peu plus contrasté. Donc on voit que si à pied, les habitants des zones urbaines sont à 10-12 minutes des petits terrains extérieurs, des salles multisports, on voit que pour les bassins de natation, on est à 26 minutes à pied en moyenne, et les complexes sportifs, 22 minutes, etc. Et si on s'intéresse aux quartiers prioritaires de la ville, donc ça, c'est des résultats qui ne sont pas dans la publication, donc on avait regardé et sur lesquels travaillent nos collègues de l'Observatoire national des politiques de la ville à l'ANCT.
on voit que dans les QPV, le temps d'accès à pied pour les petits terrains extérieurs, donc les city-stades et les grands terrains, est légèrement inférieur à la moyenne des centres urbains. Donc, c'est des équipements d'hyper proximité, entre guillemets. Mais par contre, les bassins de natation sont encore plus éloignés que la moyenne des grands centres urbains. Alors maintenant, on va essayer d'aller au-delà de la moyenne et regarder qui est le plus éloigné des équipements sportifs. Puisque l'accès à un équipement sportif, que ce soit ce qui est autour de chez moi ou le temps d'accès, ça va conditionner le panel de pratiques que je peux envisager assez facilement, sans que ce soit trop coûteux en temps, en déplacement, etc. Donc on s'est intéressé ici aux 10% des Français qui sont les plus éloignés de notre panier courant d'équipements sportifs, parce que c'est une métrique relative, c'est un indicateur souvent mobilisé pour étudier les problèmes d'accessibilité. Donc 10% des Français, ça fait 6,3 millions de personnes. Et en moyenne, elles sont à plus de 10 minutes d'un équipement sportif dit de proximité. Et alors, où habitent ces gens? Donc, à 95%, sans grande surprise, ils sont en zone rurale, donc dans de l'habitat très dispersé jusqu'à bourgs ruraux. Et dans la carte qui est représentée sur la gauche, en fait, au niveau de l'EPCI, vous avez représenté la part des habitants qui font partie de ces 10% les plus éloignés. Et donc là, c'est un peu une carte qui vient en miroir de celle présentée par Ludovic, puisqu'on voit qu'ils sont fortement concentrés dans le massif central et dans la diagonale qui va de Metz à Mont-de-Marsan, et particulièrement dans les zones, je vais y arriver, montagneuses et rurales. Donc on voit que selon les territoires, la part des gens qui font partie des plus éloignés va fortement fluctuer. Et être très éloigné, ça veut dire quoi? Donc là, on a représenté les temps moyens de trajet par la route pour ces 10% les plus éloignés selon le type d'équipement sportif. Donc, c'est l'histogramme en bleu. Et en vert, vous avez un rappel des moyennes nationales. Et donc, on voit que les temps de trajet sont multipliés par 2 et jusqu'à par 3. Par exemple, pour les salles de remise en forme, c'est 3 fois plus long en moyenne d'accéder à une salle de sport commerciale. Euh, et les bassins de natation aussi, c'est un peu plus de 2 fois plus long. Et quand on regarde vraiment dans les gens qui sont les plus éloignés des plus éloignés, donc en zone rurale, habitat très dispersé, les gens qui sont les plus éloignés sont à 24 minutes en moyenne d'un bassin de natation, d'une salle spécialisée et à 29 minutes de salle de remise en forme. Et on voit que les terrains extérieurs, que ce soit petits terrains ou grands extérieurs, ou les complexes de tennis restent relativement proches malgré tout. Donc on voit émerger une cartographie d'équipements de proximité ou simili-proximité, mais en voiture, et d'équipements sur lesquels il faut se déplacer un peu plus loin, mais comme vous disiez, que c'est logique de mutualisation ou d'implantation commerciale pour les salles de remise en forme. Donc, nous arrivons à la fin de notre présentation. Donc, que faut-il retenir? Les grands messages, c'est que les équipements sportifs en France maillent relativement bien le territoire, peuvent être qualifiés d'équipements de proximité. Donc, avec la définition retenue dans la Banque permanente des équipements, on a 180, excusez-moi, c'est la dyslexie, 182 700 complexes sportifs hors sport de nature. Ça fait en moyenne 27 pour 10 000 habitants et les terrains extérieurs multisports, donc qui permettent la pratique pour les petits terrains de basket, de handball, de foot, pour les plus grands terrains rugby, sont les plus répandus. Néanmoins, il y a des très fortes disparités en termes de diversité, surtout quand on s'éloigne des grands centres urbains. Donc, on a un Français sur deux qui vit dans une commune dans laquelle il y a plus de 11 types d'équipements sportifs, avec une offre très diversifiée, et un sur 10 qui vit dans une commune avec moins 2 équipements ou moins hors sport de nature. Et on retrouve cette disparité en termes d'accessibilité par la route avec des temps de trajet qui en moyenne sont relativement courts. Personne n'est très loin, enfin les Français en moyenne ne sont pas très loin des équipements sportifs, c'est 5 minutes. Mais par contre, on va avoir des équipements qui sont très proches, les terrains extérieurs, des salles de remise en forme un peu plus éloignées et les bassins de natation aussi. Les trajets peuvent être jusqu'à 3 fois plus longs en zone rurale et une question ne permet pas d'éclairer les données qu'on a utilisées, mais qui sont une vraie question, c'est que, on vous a dit depuis le début, les grands centres urbains, les équipements sont plus nombreux, sont plus divers et ils sont plus proches, mais se pose dans les zones urbaines la question de la congestion et de la saturation des équipements sportifs, dont on a beaucoup entendu parler à la rentrée 2024, notamment concernant les piscines. Et les 10% des Français les plus éloignés sont quasiment exclusivement en zone rurale et dans les zones montagneuses.
et peuvent avoir des trajets jusqu'à 3 fois supérieurs à la moyenne. Et nous vous remercions de votre attention. Et vous pouvez retrouver tous les résultats sur la publication co-rédigée avec l'INSEE, donc est sortie fin février. Et j'accueille Rémi Dalin qui va venir vous présenter le recensement des équipements sportifs qu'il pilote au ministère des Sports. Bonjour à tous, merci pour l'accueil et merci pour l'invitation. On va rentrer maintenant dans la base qui sert de support à ces études et merci à vous pour tout ce que vous avez pu dire et tout ce que vous avez pu extrapoler de la base. Euh, Quoi qu'il arrive, tout ce que je vais vous évoquer maintenant, vous pouvez tout retrouver sur le site web du ministère qui est équipement.sport.gouv.fr. Qui on est aujourd'hui? Donc moi, je vous présente vraiment la base du ministère des Sports. Donc on est une équipe de 4 personnes qui est basée dans un pôle ressources nationales sport et innovation dans un CREPS des Pays de la Loire qui nous accueille. Mais on est vraiment la base du ministère et forcément nos travaux sont en lien avec le contrat de filière du sport et les travaux de l'Observatoire du sport qui sont par ailleurs menés pas ici dans les locaux de l'INJEP sur le sujet. Une présentation rapide en 4 parties, quoi qu'il arrive, euh, sur les différents aspects. Aujourd'hui, pour vous présenter cette base, ce qu'il faut savoir, c'est que tout part du code du sport que tout à chacun connecté aujourd'hui devrait lire euh, de façon illimitée. Un article L312-2 du code du sport qui est suffisamment large pour se rendre compte que tout propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire la déclaration à l'administration en vue de l'établissement du recensement. Donc, quoi qu'il arrive, si vous êtes connecté aujourd'hui devant nous, si vous êtes propriétaire d'un équipement et que vous avez des doutes sur vos déclarations, n'hésitez pas à nous contacter à la fin. C'est la petite séquence pub, mais voilà, c'est très large, c'est méthodologique. La base, elle n'a pas été créée hier, donc elle a près de 25 ans. Donc là aussi, il y a de la méthode, il y a un guide méthodologique qui est disponible pour qu'on fasse pas n'importe quoi, qu'on fasse pas n'importe quoi de façon, enfin, que ça soit cadré et dans la durée. Ça a de l'obligation légale. Aujourd'hui, si vous avez bien écouté ce qui a été dit au début, euh, dans notre base, on a bien 330 000 équipements et non pas 180 000, si j'ai bien retenu ce qui a été 700. dit. Combien? 186 700. Ah, voilà, j'ai mal écouté. Sur la slide 9, tout est une question de méthodologie. Vous avez sur ma slide une petite photo qui vous explique nous ce qu'on entend par équipement et ce qu'on entend par installation dans la base de données. Il n'y a pas de sujet, il y a bien qu'un seul nombre d'équipements de sport en France. Et simplement, c'est axé sur la méthodologie. Et vous voyez bien qu'ici, dans la base DataES, pour faire près de 330 000, les 4 cours de tennis, pour reprendre l'exemple de Ludovic, nous font faire 4 cours de tennis et non pas un dans la BPE. Voilà, donc ça, là-dessus, il n'y a pas de sujet. La base de données DataES a été un peu reprise dans l'optique des Jeux olympiques l'année dernière qui se sont passés. On a simplifié le processus de déclaration et aujourd'hui, contrairement à avant, pour aller plus loin que l'article du Code du sport, cette base de données, elle est publique, elle est en open data et elle est transparente. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'autres données disponibles sur le sujet des équipements que cette base en open data qui est consultable de façon illimitée. Et un dernier point méthodologique sur lequel j'insiste souvent, mais contrairement à ce qui a été évoqué par mes collègues précédemment, c'est que toutes les données peuvent être mises à jour quotidiennement, donc n'ayez pas peur. Si vous allez vous connecter et qu'un chiffre change d'un jour à l'autre, c'est possible. La base de données, elle vit. Les équipements en France, ça vit tous les jours. Il y a des travaux, il y a des constructions, il y a des fermetures, parfois de bassins de piscine, mais pas que. Donc c'est mis à jour quotidiennement. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à voir ces chiffres dans leur évolution et non pas juste le chiffre pour le chiffre au quotidien. Aujourd'hui, donc, je vous l'avais dit, la base de données contient plus de 330 000 équipements en France métropolitaine, en Outre-mer et à Mayotte également. Vous y retrouvez naturellement toutes les catégories. On a près de 60 catégories d'équipements. Et au-delà, alors, ça a été évoqué sur la localisation, mais il y a différents critères. Il y a près de 80 critères dans cette base, donc on va beaucoup plus loin, mais on attire une attention spécifique et particulière sur la localisation. On a forcément l'objectif d'avoir 100% d'équipements dans notre base géolocalisée, parce que si on n'a pas des équipements géolocalisés, on ne peut pas faire d'études, mais on ne sait pas non plus après où ils sont, et que naturellement, tout équipement est géolocalisé. Vous y retrouvez des types d'équipements d'usage. Euh, Souvent, on l'évoque actuellement sur la pratique scolaire, la pratique des clubs.
Donc, on a des critères sur l'usage, des critères sur l'accessibilité. Aujourd'hui, c'était l'accessibilité en distance, mais il y a l'accessibilité au niveau PMR qui sont possibles. Des critères sur les propriétaires, les gestionnaires des équipements, les dates de création, les dates de rénovation. Bref, vous l'aurez compris, cette base comporte près de 80 critères. Ça peut paraître peur, mais chacun peut aller y trouver bon an, mal an ce qu'il souhaite y trouver. Je ne l'ai pas évoqué sur la slide, c'est le développement durable, c'est différents aspects dans cette base. Aujourd'hui, ça a été évoqué au début aussi, cette base a eu un grand plan d'évolution et de modification dans l'optique des jeux sur un an. Il y a près d'1 million d'euros qui ont été consacrés auprès vis-à-vis du ministère, dans le ministère, pour recruter des enquêteurs. Donc tout ça, ça a eu un impact. Il y a près de la moitié des fiches de la base qui ont bougé en un an. Ça a eu un impact de façon plus focus sur les établissements scolaires, sur les piscines, sur les complexes sportifs. Donc, il n'y a pas de base magique. C'est un travail collectif de tout à chacun. Mais la base, maintenant, a été rénovée. Elle est plus fiable. Elle n'est pas encore à 100% fiable, mais elle est beaucoup plus fiable. Et il faut l'exploiter comme telle. Et surtout, y apporter une contribution, j'y reviendrai, si naturellement, il y a des choses qui ne sont pas dedans d'après vous. Un slide rapidement pour vous expliquer le cycle de vie de la donnée des équipements sportifs, mais c'est pour vous dire que simplement l'INJEP ou l'INSEP et d'autres bases interministérielles dépendent de la base des équipements du ministère. Donc on vient là bien plus loin que juste demander une déclaration, parce qu'après, pour faire des études, il faut bien cette base. Vous avez les 5 étapes que vous reprendrez. Et naturellement, on ne pourra pas faire d'études sans base à la base, sans source à la base. Donc vous vous retrouvez là-dessus. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui exploitent cette base de plus en plus et de façon illimitée et indéfinie suivant la catégorie dans laquelle vous vous positionnez. Naturellement, on a des travaux de communautés scientifiques autour de cette base sur la durée et dans le temps. Mais naturellement, de plus en plus, les propriétaires des équipements, on leur demande de déclarer, mais on leur fournit aussi un outil pour faire pour avoir des données gratuites, parce que la base est transparente, sur la planification ou sur l'investissement. On peut avoir un angle d'entrée dans cette base d'un point de vue associatif. Le club qui souhaite savoir où sont les équipements pour aller pratiquer davantage sa pratique. Et on peut aussi, le citoyen standard peut y retrouver aussi là où il pourrait aller pratiquer du foot à proximité de chez lui, peu importe, que sais-je. Tout le monde peut avoir son angle d'entrée dans cette base. Quoi qu'il arrive, ce que je mets en conclusion, c'est que cette base est un véritable service public gratuit de la donnée aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres bases, quoi qu'il arrive, qui sont socles de cette source-là. À vous faire un focus sur le site, mais principalement sans aller sur le site, pour vous évoquer 2 points qui sont présents sur le site. Vous y retrouvez un portrait de territoire qui est mis à disposition et préconfiguré avec l'ensemble des découpages géographiques. Tout ça pour vous dire que assez facilement, peu importe là où vous habitez, peu importe ce que vous voulez, éventuellement là où vous voulez partir en vacances ou là où vous voulez déménager, vous pouvez aller voir l'occupation et un peu l'image des équipements sportifs de votre territoire. Vous allez sur la partie droite de la slide, mais je vous laisserai aller parcourir tout ça en live sur le site. C'est très simple. Vous retrouverez tous les découpages et vous allez voir ce que vous pourrez trouver. Et des focus plus spécifiques disponibles sur le site depuis la reprise en main de la base sur les équipements scolaires et sur l'accessibilité. Il y a des chiffres sur l'accessibilité, il y a des chiffres sur le nombre d'équipements scolaires accessibles au club. Donc, tout ça, ce sont des portraits disponibles que vous pourrez retrouver. N'hésitez pas à aller vous balader, aller vous perdre dans ces pages-là. Et quoi qu'il arrive, à nous remonter des éléments qui pourraient permettre la mise à jour de la base. Je l'évoque très rapidement, mais vous irez le parcourir par vous-même dans le replay. Nul doute que le sujet vous intéressera. Euh, des possibilités de filtre de façon illimitée. Je vous ai évoqué 80 critères dans la base. Il ne faut pas prendre les 80 critères de prime abord, sinon ça risque d'être indigeste pour le commun des mortels. Donc tout est triable dans tous les sens. Et au pire, quoi qu'il arrive, si vous n'arrivez pas à trier dans l'outil qui est un outil en ligne, tout est exportable dans d'autres formats de données et notamment sur le format le plus utilisé par le français moyen, le format Excel.
qui permet de faire des filtres à souhait. Donc, vous pouvez trier dans tous les sens sur les types de propriétaires, sur les types d'équipements et compagnie. Tout ça est possible. Euh, voilà, un dernier point que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est qu'effectivement, cette base, vous l'aurez compris, elle concerne l'ensemble des propriétaires qui sont censés déclarer. Néanmoins, il est possible que cette base ne soit pas à 100% le reflet de la réalité. Euh, il est encore possible que cette base ne soit pas à 100%. On n'en est pas loin, mais on aimerait bien y arriver. Donc, si vous voulez contribuer à la base, n'hésitez pas, vous avez un formulaire sur le site, euh, donc un formulaire de prise de contact, on vous répondra. On est donc 4 personnes derrière cette boîte mail, donc on vous répondra très rapidement. Vous avez le mail qui s'affiche sur le slide, contact-équipement, pour vous manifester. On a besoin de vos contributions. On n'est pas là pour venir vérifier l'obligation et la mise en application d'une amende, mais on est vraiment là pour avoir les contributions, parce qu'à 4 personnes, on aura du mal à aller faire le tour de tous les équipements. Donc voilà, donc c'est un enjeu collectif, cette base. Si chacun contribue, si chacun vérifie 10 équipements autour de chez soi, il n'y a nul doute qu'Amélie ou Ludovic ont réellement 10 équipements à moins de 5 minutes de chez eux qui pourraient vérifier. Bah voilà, la base n'en sera que meilleure et on pourra avoir des meilleures études par la suite et des études plus proches de la réalité. Merci de votre attention et je pense qu'on passe aux questions maintenant. Tout à fait. Merci beaucoup Allez. pour ces présentations très claires et très riches sur un sujet combien d'actualité quelques mois après cette ferveur olympique qu'on a eue dans notre pays. Merci à vous trois pour votre exposé, tant sur la nature des équipements, leur accessibilité, leur effet sur la pratique au regard de la diversité, et puis sur les outils aujourd'hui à disposition du grand public pour prendre connaissance de cette diversité du parc d'équipements dans toute sa diversité. Je salue en ligne la centaine de personnes qui nous écoutent et qui, je le rappelle, peuvent, si elles le souhaitent, vous interpeller et vous poser toutes les questions sur l'ensemble de vos interventions, quel que soit leur aspect. J'en ai déjà quelques-unes qui sont arrivées pendant votre exposé. Euh, Notamment autour des questions de l'accessibilité. Ça, c'était votre première présentation sur la base des équipements. Autour de deux, trois questions. D'abord, vous avez évoqué, je crois que c'est toi, Amélie, qui a évoqué l'accessibilité d'abord en voiture, puis ensuite à pied. Une question peut-être complémentaire, c'est celle de la prise en compte des déplacements en transport en commun, notamment puisque tu as évoqué la question des zones urbaines et denses, d'où la prise en compte du déplacement à pied. Que fait-on des transports en commun qui, si ce n'est sur la totalité du territoire, en tout cas dans des zones denses dans lesquelles les équipements sont par ailleurs plus présents, cette question est prise en compte. Toujours aussi sur cette question d'accessibilité, euh, alors, c'est peut-être une question qui pourrait être transversale d'une certaine manière, peut-être, puisque c'est Théo qui pose cette question en ligne. Il demande si vous avez appliqué un filtre d'accessibilité tout public des équipements. Par exemple, enfin, je précise, hein, une très grande partie des petits équipements de proximité ne sont pas nécessairement que des city stades, ça peut être aussi des petits terrains d'évolution, basket, qui sont situés quelquefois dans des établissements scolaires dans des lieux qui ne sont pas nécessairement accessibles au grand public. Donc, comment est-ce qu'on traite cette question de l'accessibilité et effective d'une certaine manière de ce que je comprends de la question de Théo, existence n'égale pas nécessairement accessibilité au public si on est dans une enceinte scolaire et donc pas accessible au plus grand nombre, pour le dire vite. Et puis, également, une dernière question, une question un peu complémentaire sur ce sujet. Et je l'ai perdu. Oui, c'est sur les bassins de natation. Sur les bassins de natation, est-ce que vous faites une différenciation de fait selon le type de l'équipement, puisque est-ce que par exemple, puisqu'il a été beaucoup question des bassins de natation qui équipent quand même beaucoup de territoires, ça a été démontré, est-ce que notamment la prise en compte des bassins saisonniers ou uniquement ceux, est-ce que sont pris en compte, pardon, uniquement les bassins saisonniers ou uniquement ceux ouverts annuellement? Est-ce que ceux qui sont plus de nature ludique ou touristique, qu'on va peut-être trouver dans des bases de loisirs, donc là c'est une partie de la réponse, je pense,
ou uniquement des bassins à des fins sportives ou d'apprentissage qui seraient pris en compte. Voilà trois sous-questions sur le grand thème de l'accessibilité. Ben, je vais répondre sur les transports en commun et je laisserai Ludovic peut-être répondre sur les deux autres. Oui, ça va être, oui. Oui, si c'est Si possible. c'est possible. Si. Sinon ouais. Oui. Alors, sur les transports en commun, c'est une question qu'on s'est très rapidement posée, bien évidemment, quand on s'est dit dans les centres urbains comment bah, les gens vont à pied, en transport en commun et un peu moins en voiture. La difficulté, c'était que avec l'outil qu'on a utilisé, qui est l'outil métrique qui est développé par l'INSEE, donc c'était pas du Google Maps, hein, c'était pas des temps de trajet, c'est un outil développé par l'INSEE. On n'aurait pas eu, donc déjà ça n'y est pas. Et ensuite ça pose une autre question qui est, on peut savoir si la desserte entre deux points existe, si un équipement sportif est desservi ou non, mais on va rien avoir sur la fréquence de desserte et l'amplitude horaire. Et on s'est dit qu'en zone rurale, typiquement, une ligne peut exister entre une petite commune et la ville intermédiaire à proximité, mais que s'il y a un bus qui passe à 8 heures et un bus qui passe à 17h30, c'est pas très informatif. Du coup, c'était un sujet qui nous paraissait assez complexe à traiter. Et donc, on a préféré rester sur deux indicateurs qui étaient le trajet en voiture et le trajet à pied, qui permettaient d'avoir des ordres de grandeur déjà et pouvoir bien documenter les disparités, mais sans pouvoir traiter le sujet des transports en commun. On est bien conscient de la limite de notre exercice. Alors, bon, la base permanente des équipements, elle a quand même des limites. Euh, Par exemple, une des limites qui a peut-être pas été posée en question, c'est la question des horaires d'ouverture. On n'a Oui. pas, pour le moment, on n'a pas d'indication sur les horaires d'ouverture. Bon, ça, c'est une limite. On réfléchit à enrichir la base permanente des équipements. On ne peut pas enrichir forcément dans tous les sens, hein. Ça demanderait des moyens qu'on n'a pas. Mais le critère, il est que l'équipement doit être accessible au public. Alors évidemment, dans le cas des écoles, là, je suis désolé, je vais sécher. En fait, Mais toi, les tu le équipements scolaires sont dans le décompte, mais en effet, dans ce travail, ils sont inclus dans le recensement des équipements sportifs. Oui, alors nous, on Ils a alimentent la BPE. l'information. Je ferai une invitation devant témoin pour que vous puissiez récupérer plus de critères dans la BPE issue de l'état ES. Mais effectivement, cette information-là, on l'a. Je pense qu'aujourd'hui, elle n'est pas remontée dans la BPE. Donc Et ouais, donc effectivement, en fait, c'est plus compliqué. En termes d'accessibilité, de déterminer ce qui est dans le scolaire et donc pas accessible forcément. Nous, on a l'information de ce qui est accessible au grand public, au club, 24 heures sur 24. Bon, ça, c'est des aspects qu'on a. Voilà, donc je fais une invitation à la BPE de récupérer plus d'informations. et donc ce critère n'a pas été pris en compte dans notre étude. C'était une grande photographie générale sans aller jusque ce niveau de détail. Et sur les bassins de natation, en effet, on les a tous pris sans non plus distinguer ceux qui étaient saisonniers ou en dur, entre guillemets, et sans aller jusqu'au... Puisqu'en fait, on est à la maille du complexe aquatique, et Mhm. donc on n'est pas rentré dans le détail des bassins ludiques, des 25 mètres, etc. L'idée, c'était vraiment d'avoir une grande photographie avec deux axes qui étaient région et réseau de densité. Mais en effet, ça, c'est des développements futurs qu'on peut envisager. Alors justement, il y avait une question, mais vous avez un tout petit peu répondu, qui était sur la fréquentation. Parce que, voilà, il y Oui, a l'offre, oui, oui, il y a la l'accessibilité, et demande. puis après, il y a la demande, il y a la Non, non. fréquentation effective de l'équipement qui, bien qu'ils soient en proximité, peut avoir une fréquentation variable pour Oui. différents critères. La question porte sur la fréquentation en termes de type ou en termes De, de de quantitatif. quantitatif de public. Ça, c'est la question. Avoir un équipement Oui, sur un territoire, dit autrement, avoir un équipement sur un territoire, je vais essayer de la résumer un peu. Avoir un équipement sur un territoire, c'est bien, qu'il soit proche, c'est encore mieux. Le fréquenter, c'est bien aussi. Alors, c'est Donc voilà vraiment pour la fréquentation. l'objet, mais Amélie étant associée, l'INJEP étant associée, ils sont bien au courant, c'est l'objet d'une étude actuellement qui a vocation de croiser l'offre et la demande D'accord. sur l'occupation des équipements sportifs en France. Un certain nombre de sondages vont être réalisés dans l'ensemble du territoire, mais également en Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on a fait un focus sur la Nouvelle-Aquitaine dans cette étude-là. Elle est menée actuellement, elle a été lancée par le ministère en début d'année. Si certaines personnes nous regardent, mais les travaux seront rendus à l'été ou très vite à la rentrée.
sur l'occupation quantitativement parlant, de se dire il y a des équipements, c'est bien, mais est-ce qu'ils sont utilisés, est-ce qu'ils répondent à la demande des citoyens? Voilà, donc ça, c'est dans le cadre d'une étude À venir. en ce printemps 2025 Et sans doute peut-être un prochain rendez-vous de la doc qui dans quelques pourrait mois. donner des éléments Dans sur quelques mois, l'aspect tout ou à fait. forcément un Tout à fait. retour. Ouais. Alors, des questions peut-être maintenant, peut-être méthodologiques sur les données que vous avez mobilisées. Une question notamment sur les données que vous avez utilisées pour calculer les temps de parcours. Alors, peut-être que tu as évoqué, peut-être un peu rapidement, sur les temps de parcours C'est dans ma diapo de Joker. la diapo Joker. Donc, voilà, il faut toujours une diapo Joker pour pouvoir répondre. Alors en fait, du coup, c'est des temps de trajet qui sont... Alors je vais parler sous contrôle de mon collègue de l'INSEE. C'est des temps de trajet qui sont calculés, ben, il y a de la distance, mais c'est pondéré par le nombre d'habitants. Donc on se met un carreau, c'est bien ça? Ce sont des carreaux de Ce sont 200 des mètres. carreaux de 200 mètres. Et donc on va pondérer le temps d'accès par le nombre de personnes qui habitent dans ce carreau, pour faire simple. C'est une méthode assez classique utilisée par le distanciel métrique de l'INSEE. Donc, pour les personnes qui veulent vraiment avoir tous les détails et toutes les hypothèses, etc., la documentation est en ligne sur le site de l'INSEE sur le distanciel métrique. Donc, voilà, je ne vais peut-être pas décrire plus loin, mais voilà, c'est ce qu'il faut retenir. C'est pondéré par le nombre de personnes. Donc, si j'ai une commune qui est très étendue, mais il y a 300 habitants, bah, ça pèsera moins qu'une commune de la même superficie, mais avec 4000 habitants. Très bien. Et c'est toujours, alors, toujours un peu sur le point méthodo, mais aussi résultat, lié avec les résultats, sur plusieurs questions sur des résultats concernant les QPV. Oui. Ils ont été évoqués. Est-ce que, un peu Ouais. en marge, si j'ose dire, hein, c'est pas le cœur Mhm. de la publication, mais est-ce qu'il y a d'autres publications complémentaires sur ce sujet-là? Alors, il y a, C'est le donc c'est sujet. un, alors, on était très ambitieux, il y avait énormément de sujets qu'on voulait couvrir, mais on devait faire un 4 pages. Donc, à un moment, il a fallu qu'on hiérarchise les sujets. Alors, sur la thématique de l'accès aux équipements sportifs dans les QPV, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la NCT, par le biais de son Observatoire des politiques de la ville, avait réalisé en 2017 ou 2018 un dossier sur la question de l'accessibilité à pied des équipements sportifs. Donc, je crois que c'était les équipements à moins de 15 minutes à pied. Donc ça, je renvoie aux archives de l'Observatoire national des politiques de la ville. Et on a aussi fait le choix de ne pas mettre cet axe dans la publication, car on sait qu'ils sont actuellement en train de travailler sur la question de l'offre sportive dans les QPV. Et donc, du coup, avec des travaux qui devraient être publiés cette année. Donc, c'est aussi comme on savait qu'ils consacraient une étude spécifiquement sur et la pratique sportive à partir des enquêtes de l'INGEP à laquelle ils ont contribué, notamment l'enquête nationale sur les pratiques physiques et sportives, le recensement des licences. Et il y avait la question des équipements qui allait être traitée. On s'est dit voilà, qu'on leur réservait un traitement plus complet de la question. D'accord. Alors, peut-être une question maintenant, petit pas de côté sur les équipes, plutôt sur les équipements. C'est Catherine qui nous demande s'il y a des contacts particuliers avec les chambres de commerce, par exemple, pour informer les propriétaires d'équipements de leur obligation de déclaration. Je ne sais pas si c'est des démarches Ou que alors vous avec avez. les chambres de commerce spécifiquement, non, Non. pas pour Non. l'instant. Mais on est à l'écoute et disponible si c'est en tant que le propriétaire est obligé de déclarer, mais on peut aussi se baser sur des tiers de confiance, Hmm. des organismes décentralisés. On est en contact avec les fédérations de sport qui forcément, eux, connaissent leur lieu. Voilà, spécifiquement des CCI, pas pour l'instant, mais Hmm. si les CCI veulent se manifester parce qu'elles ont des fichiers ou des informations complémentaires, il n'y a pas de sujet. On échangera avec eux, on fera un croisement de base. Ouais, une piste éventuelle, effectivement, pour améliorer. Euh, alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent d'un coup, là, c'est super. Et je suis ravi, mais il faut que j'arrive à scroller le plus rapidement possible. Ça, c'est une compétence sportive que je n'ai pas forcément. Ah ben, Euh, une compétence de e-sport. ouais, c'est une compétence de e-sport, mais c'est pas l'objet aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas d'équipement, en tout cas pas ceux dont on parle. Oui, une question sur la fréquentation, et notamment, alors ça revient un peu sur la question de fréquentation des équipements, comme ce que vous Mm. évoquiez tout à l'heure, comme les enquêtes en cours, avec une interrogation sur la disponibilité d'indicateurs genrés sur le sujet, puisque la pratique, on le sait, est diverse selon le genre.
et je ne retrouve plus la question. Voilà. Pratique féminine plus faible et dès l'adolescence. Et sans doute serait-il intéressant de regarder si, selon le type d'équipement, il y a des conséquences ou pas, enfin, il y a un effet ou pas sur la pratique féminine, selon le type d'équipement. Je ne sais pas si c'est une question qui nous est posée. Je ne sais pas si on peut répondre à cette question aujourd'hui. Peut-être que sur l'étude aujourd'hui, on a vocation à faire du comptage réel Mm. et au-delà du comptage de planning, parce qu'on sait tous que les plannings sont saturés, mais que la réalité de l'occupation du planning, c'est un vrai débat qu'on a avec les collectivités Mm. territoriales sur le sujet, et tout le monde est intéressé, et tout le monde veut tendre sur le comptage. C'est du comptage de personnes, c'est pas du Mm. comptage genré Genre. aujourd'hui, pour reprendre le Mm. terme. Après, il serait probablement intéressant d'aller faire des croisements entre les lieux, les équipements et le seul comptage qu'on a en réalité, parce que la pratique libre, on n'arrive pas à la compter, c'est l'export de la base des fédérations, Mhm. que a aussi en main l'INJEP. Et voilà, d'aller faire des croisements et pourquoi pas dans un autre rendez-vous, mais on va se voir trop souvent, peut-être si vous me laissez la parole, d'aller croiser le nombre de licences par terrain, Mm. par gymnase, de se dire qu'un gymnase, pour l'instant, il n'y a que 100 licenciés, donc s'il n'y a pas de pratique libre à côté, ça serait probablement insuffisant. Voilà, c'est des croisements entre des lieux et la seule source comptée qu'on a aujourd'hui, la base des licenciés, Mm. à défaut de réussir à faire vraiment des comptages de grande ampleur Mm. dans tous les équipements de France. Très bien. Et après, il y a la question des équipements en libre accès, où là, je sais qu'il y a des travaux de sociologues qui sont menés par, j'ai oublié l'université, donc je le tairai, qui essayent d'aller sur site, regarder Mm. sur comment sont investis les équipements, typiquement les city-stades ou les espaces jeux sportifs dans les espaces urbains, selon que ce soit des filles ou des garçons. Je pense que ça doit être le fond de ce que la personne avait en tête dans... D'accord. Peut-être une question là maintenant sur le taux d'équipement, avec les deux sources que vous avez mobilisées, les analyses que vous en faites et avec aussi le recul que vous pouvez avoir sur la mobilisation de ces diverses sources. Est-ce que vous auriez une visibilité sur soit une amélioration ou une détérioration Ah, du taux d'équipement? Et j'ai perdu ma question En parce que ma évolution. tablette est éteinte. ouais, En évolution, voilà. Est-ce qu'il y a des équipements qui sont. Est-ce que le taux d'équipement s'est plutôt dégradé, pourrait ou se voir dégradé ou amélioré pour certains types d'équipements ou pas pour d'autres ou pas du tout? Ou c'est des questions que vous n'avez peut-être pas Alors, regardées. quand on avait circonscrit cette étude précise, on était resté sur la photographie, puisqu'il y avait Oui. une mise à jour et Mm. que du coup, il y avait la question de la comparabilité avec le passé. Mais Ludovic, je vais te laisser répondre. Peut-être bah, alors, je n'ai pas suivi euh, année, année après année les équipements sportifs au sein de la BPE. Mhm. Mais j'ai plutôt botté vers le futur. D'accord. L'idée, c'est maintenant de suivre le nombre d'équipements sportifs chaque année et effectivement de pouvoir le suivre dans le futur. Mais sur le passé, je crois qu'on n'a pas la comparaison avec le passé, en tous les cas, pas à méthode comparable. Et peut-être bon, ça c'est déjà c'est effectivement c'est un point de réponse intéressant pour la suite. Justement, parlons un peu de peut-être une question un peu pour la suite, un peu de projection. Les résultats sont très riches, les données disponibles sont très complètes. On le voit dans la manipulation possible de l'outil qui est mis en ligne et puis les travaux que vous avez fait sur la BPE. Est-ce que selon vous, c'est un matériau qui doit pouvoir servir aux collectivités dans leur choix d'investissement? Est-ce que c'est des éléments, comment vous voyez l'utilité, dit autrement, si je traduis la question, l'utilité opérationnelle pour une collectivité Alors, locale, par exemple, des résultats très clairs que vous avez mis en, en nous, avant? nous, dans la BPE, par exemple, on n'a pas l'âge des équipements parce que Mm. forcément, Ouais, pour savoir, on n'a pas de données sur l'âge, l'état de l'équipement. d'accord. Alors, bien avant la base permanente des équipements, il y avait l'inventaire communal et Mm. l'inventaire communal prévoyait dans certains cas, une question sur l'état de l'équipement. Mais sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas ça. C'est aussi une question qu'on se pose, mais peut-être que vous avez ça dans Data ES. Vas-y, Amélie. La réponse est oui. L'année de construction et l'année Oui. des derniers travaux de Mm. mémoire est dans DataOS. Et on a justement Cyrielle qui a coécrit cette étude qui commence à travailler sur l'état du parc
Donc pour maintenant qu'on l'a décrit, maintenant le qualifier et essayer de mieux comprendre à quel point il est récent ou non, il a été rénové ou non, et si on retrouve le même gradient de communes. Voilà, donc c'est des travaux qui sont en cours à l'INGEP sur l'état du parc. Et qu'est-ce que ça peut servir d'un point de vue Mm. opérationnel? Bah, dans le cadre des conférences régionales du sport, bah, l'idée c'était faire un diagnostic de l'existant. Donc là, je pense que les gens peuvent directement aller sur DataES pour faire leur Et diagnostic territorial. l'idée véritablement, ça va être maintenant, au-delà de cet état des lieux, cette évolution dans les années passées, mais de se projeter dans les années futures. Et effectivement, chaque territoire fort des constats, des moyennes qui sortent en disant, bah voilà, moi je suis en secteur rural. En moyenne, il est démontré qu'il faut 10 minutes pour aller à un terrain de foot, mais c'est beaucoup moins. Mhm. Euh, bah, comment moi je me positionne par rapport à ça et quelle prospective je vais faire de ces travaux-là pour que mon territoire, d'ici 2040, mon terrain de grand jeu, il soit accessible et compagnie. Donc, c'est effectivement, Amélie, tu l'as évoqué dans le cadre des travaux des conférences, c'est maintenant qu'on a de la donnée, maintenant qu'on a des chiffres, comment on se projette et comment on accompagne les propriétaires et les territoires, parce qu'on n'est pas propriétaire des équipements, Bien mais sûr. véritablement à essayer de faire une projection pluriannuelle de la prospective sur ces enjeux d'équipement, en fonction aussi, j'ai souvent tendance à dire, mais en fonction du vieillissement de la population, des attentes des gens qui changent, c'est moi, commune de 25 000 habitants, en 2040, quel type d'équipement je dois avoir? Mm. Est-ce que je coche toutes les cases du gymnase, du terrain de grand Mm. jeu, mais de l'équipement pump track en accès libre? Mm. Est-ce que je coche tout ça? Et fort de ça, d'aller écrire un projet PPI municipal Mhm. pour les collectivités, Bien sûr. d'aller construire ce Bien sûr. plan, ce schéma directeur. Bien sûr. Sachant que la construction du boulodrome sera pas exact, le coût de la construction du boulodrome sera pas exactement le même que la construction de l'équipement Oui, multisport, effectivement, par exemple. je le dis très Ouais, souvent, mais l'enjeu des pistes de pétanque, je ne suis pas joueur de pétanque, mais mm, n'est pas le même oui, que des patinoires bien et des sûr, bassins de bien piscine. sûr. Il y a Voilà, un et jeu, puis on ne bien peut sûr. pas mettre chaque équipement, il y a Il y a- forcément derrière aussi la valeur, le coût, qu'on n'évoque pas mm, dans DataVS, mais le coût de la construction qui fait que on n'a pas besoin d'un plan de construction de pistes de mm, pétanque, mm, comme on aurait besoin d'une bien sûr, projection en bien termes de sûr, bassin ou bien de sûr. patinoire au niveau national. Bien sûr. Mais c'est des questions qui justement renvoient vers une dernière question qui était posée par Raphaël, on n'aura sans doute pas le temps d'évoquer, mais qui revenait sur la question du décompte éventuel du nombre d'équipements qui auraient pu être fermés, donc en comparant Mm. deux bornes temporelles, soit pour des causes structurelles, soit pour des causes fonctionnelles. Et donc ça revient sur la question de la vétusté potentielle, donc de l'âge des équipements, de l'utilisation du public, de leurs coûts, enfin tout ce qu'on vient de Mm. dire là. Donc, c'est des éléments qui ne sont pas qui ne sont pas des questions à laquelle on ne peut pas répondre à partir de ce qui a été présenté, mais bien que ce soit une question évidemment fondamentale pour les collectivités et pour les investisseurs et pour les structures qui financent et investissent dans ce type d'équipement. Voilà. Je ne sais pas si dans la salle, puisqu'on a on a quelques spectateurs dans la salle, il y a peut-être une question ou deux. Je suis prêt à l'apprendre avant qu'on rende l'antenne, comme on dit. Peut-être pas, et ben c'est pas grave. Écoutez, il me revient de vous remercier. Merci beaucoup pour ces échanges vraiment très très riches, avec des perspectives aussi de points de sortie, d'évolution, de projection dans l'avenir, parce que c'est aussi à ça que ça sert, hein, les outils mis à disposition, c'est de pouvoir aussi construire l'avenir à partir des données qu'on a aujourd'hui, comprendre ce présent et pouvoir ensuite se projeter. Et je suis ravi qu'on ait pu évoquer justement ces perspectives-là sur cette thématique particulière des équipements sportifs, qui sont des équipements essentiels sur les territoires, essentiels pour qu'une aussi une politique sportive puisse être déployée au niveau national par ailleurs. Voilà, donc il me revient de vous remercier une nouvelle fois, remercier toutes celles et ceux qui nous écoutent et nous ont écoutés en ligne et ont posé des questions toujours aussi pertinentes comme d'habitude. Et puis, vous donner rendez-vous le mois prochain pour un prochain rendez-vous de la doc qui sera consacré à une autre thématique tout aussi importante qui est celle de la précarité des étudiants. Et je vous renvoie vers notre site internet et vers nos outils de communication pour obtenir la date exacte de ce rendez-vous de la doc. Mais je sais que vous êtes assidus et que donc vous serez encore nombreux la prochaine fois avec nous pour ce rendez-vous de la doc. Merci à tous. Merci à vous et à bientôt. Merci.